Bonjour à tous et bienvenue sur NeuroXtrain, c'est Antoine Fréchot, votre kinésithérapeute. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la rééducation musculaire, un aspect essentiel de la médecine sportive. La pratique sportive, quel que soit son niveau, met nos muscles à rude épreuve et peut parfois mener à des blessures musculaires. Nous allons explorer comment un déséquilibre, qu'il soit dû à un changement soudain de direction ou à un choc externe, peut entraîner une lésion musculaire et nous discuterons également des avancées dans la compréhension de la régénération musculaire, notamment le rôle crucial des cellules satellites, que vous soyez un professionnel de santé, un athlète ou tout simplement passionné par le sport, ce sujet ne manquera pas de vous intéresser. Allez, on y va. La pratique sportive, quel que soit le niveau de pratique et d'intensité, implique des fonctions musculaires très importantes et le moindre déséquilibre, qu'il soit intrinsèque, donc augmentation de la vitesse, changement de direction volontaire par exemple, ou extrinsèque, c'est-à-dire un choc ou un changement de surface de jeu, par exemple, peut entraîner une lésion musculaire. Une rééducation de lésions musculaires reste la plupart du temps sans danger et complications particulières et doit respecter des délais de cicatrisation en fonction du grade de la lésion pour favoriser un retour optimal au terrain ou à la compétition, à l'exception de la désinsertion musculo-tendineuse complète qui nécessite une prise en charge chirurgicale dans la plupart du temps. Les récidives de lésions musculaires sont quant à elles de vraies problématiques et une éducation à la prévention de ces dernières doit être mise en place pour limiter les récidives et les rechutes. Les très nombreuses études scientifiques développent très bien les aspects d'une prise en charge de lésions musculaires après les premiers temps de cicatrisation. Cependant, que se passe-t-il pendant cette période aiguë de traitement et pouvons-nous influencer cette phase? La régénération des muscles squelettiques est un processus finement ajusté qui implique l'activation de divers processus cellulaires et moléculaires. Les cellules satellites et les cellules souches des muscles squelettiques sont indispensables à la régénération du muscle squelettique. Dans cette vidéo, nous résumerons quel est le rôle crucial des cellules satellites, nous décrirons les différentes étapes de la cicatrisation pour ensuite expliquer quels sont les traitements proposés les plus adaptés. Alors les cellules satellites, qu'est-ce que c'est? Donc les cellules satellites ont initialement été nommées comme ceci du fait de leur localisation unique sous la lame basale des myofibres, autrement dit la fibre musculaire. Récemment, elles ont également été appelées cellules souches musculaires. En effet, le terme de cellules satellites désigne également des cellules spécifiques dans le cerveau. Donc les cellules satellites sont dotées de capacités de différenciation particulières. Elles peuvent s'auto-renouveler, permettant ainsi de conserver un pôle de cellules satellites quiescentes, dans un état de développement temporairement arrêté. De base élevée, mais elles peuvent également donner naissance à des cellules progénitrices myogéniques plus différenciées qui contribuent ensuite à la régénération des myofibres après une blessure. Ces caractéristiques démontrent que les cellules satellites sont des cellules souches musculaires à part entière, permettant ainsi de garder ce pool de cellules de base toujours constant. Donc les cellules satellites expriment des marqueurs, facteurs de transcription, hormones spécifiques à leur fonctionnement et en lien avec leur niveau de maturation du début de leur différenciation jusqu'à leur étape terminale de cellules musculaires. Le processus de régénération des muscles squelettiques peut être divisé en trois phases. La phase inflammatoire, la phase d'activation ou de différenciation des cellules satellites et la phase de maturation, au cours de laquelle se produit le remodelage des myofibres nouvellement formées. En post-traumatique immédiat, le muscle entame la nécrose de ces myofibres endommagées. Cela s'accompagne d'une augmentation de l'influx de calcium et de la libération de calcium du réticulum sarcoplasmique de la myofibre endommagée, ce qui entraîne la destruction et la dégénérescence du tissu endommagé. Toute cette première phase est influencée par un phénomène crucial et nécessaire, qui est appelé l'inflammation. Cette dernière est donc déclenchée par la nécrose des myofibres et entraîne ensuite le recrutement des leucocytes, donc les globules blancs, circulants. Les premières cellules inflammatoires à être recrutées dans le muscle endommagé sont les neutrophiles et le recrutement a lieu dans les 6 premières heures après la lésion musculaire. Ensuite, des macrophages, donc d'autres types de leucocytes, infiltre le muscle endommagé. La population de macrophages se compose de deux populations distinctes. Les premiers, les macrophages qui infiltrent le muscle, donc sont les macrophages
pro-inflammatoires, favorisent un environnement d'inflammation, et suivi par la deuxième catégorie, les macrophages anti-inflammatoires, permettant la résolution de cette inflammation. Donc les macrophages infiltrant le muscle précoces atteignent leur maximum environ à 24 heures après la blessure et sont responsables de la phagocytose, donc la destruction des parties des tissus endommagés. La vague secondaire de macrophages sécrète des cytokines, donc les molécules messagers, qui assurent la communication entre les cellules immunitaires anti-inflammatoires, comme par exemple l'interleukine 10, et est connue pour faciliter la prolifération et la différenciation des cellules satellites. Leur plus grande abondance peut être observée 2 à 4 jours après la blessure. Donc l'inflammation s'apparente donc comme le point de départ nécessaire à l'activation des cellules satellites, les cellules décrites précédemment comme à la base de la régénération du tissu musculaire. La deuxième phase de la régénération du muscle squelettique est caractérisée par l'activation et la différenciation des cellules satellites, un processus hautement orchestré qui s'accompagne de changements morphologiques comme sur la figure vue ici. En état de repos normal, les cellules satellites restent quiescentes et se distinguent par l'expression de certains marqueurs tels que le PAX7 tout en inhibant d'autres marqueurs. Elles se tiennent prêtes pour une activation rapide dans le cycle cellulaire, notamment en réaction à un traumatisme. Lorsqu'une blessure survient, ces cellules satellites quiescentes s'activent et entament leur cycle cellulaire, exprimant de nouveaux marqueurs comme le myo-D. Elles migrent ensuite vers le site de la lésion où elles fusionnent avec les myofibres endommagées ou se transforment en nouvelles cellules myogéniques. Leur migration est guidée par des signaux émis par les myofibres. Morphologiquement, les cellules progénitrices myogéniques s'allongent et se transforment en myocytes qui fusionnent à leur tour pour former des myotubes multinucléés. Cette phase de transformation est suivie par la maturation en myofibres qui constituent les unités contractiles du muscle squelettique. En kinésithérapie, la rééducation d'une lésion musculaire peut être divisée en plusieurs étapes. Une phase aiguë, une phase de cicatrisation ou une phase subaiguë ou phase de régénération et la phase fonctionnelle de réathlétisation. Donc la progression ne se base pas sur la sévérité de la lésion ni sur la durée de chaque phase, mais sur la validation de critères cliniques à atteindre. Dans le cadre de notre vidéo, nous avons expliqué ce qu'il se passait pour reconstruire un tissu musculaire endommagé. Donc si on suit une temporalité, cette étape correspond au premier jour de cicatrisation et potentiellement de rééducation post-traumatique, donc en lien avec les phases aiguës, donc les premières heures liées à la phase inflammatoire, et la phase subaiguë, donc les jours qui suivent jusqu'à la fin de la cicatrisation. Donc pour ces phases, en termes de choix de traitement, on constate de nombreuses divergences d'opinion. Certains professionnels de santé en charge de la rééducation utilisent de manière empirique certains protocoles, comme par exemple les protocoles RICE ou PRICE, qui n'ont pas fait l'objet de recherches scientifiques avec un niveau de preuve suffisant sur l'homme, mais qui en pratique restent couramment utilisés. Un dernier protocole nommé POLICE, introduit par Blickley et ses collaborateurs en 2012, suggère de remplacer le repos par un protocole adapté en fonction du patient qui s'avérait efficace. Et le point d'interrogation de ces protocoles réside en l'utilisation de froid comme analgésique, car ces actions anti-inflammatoires et vasoconstrictrices pourraient être délétères sur la cicatrisation musculaire en impactant la phase inflammatoire et le fonctionnement cellulaire. C'est pour cela que depuis peu, un nouveau protocole nommé Peace and Love n'inclut pas de pose de froid ou de prise d'anti-inflammatoire dans la prise en charge aiguë. Et c'est dans cette idée que depuis peu, on observe un réel regain d'intérêt concernant une utilisation de la thermothérapie ou de chaleur. Son utilisation entraîne de manière générale une diminution de la douleur avec un effet au niveau cérébral, une augmentation de l'extensibilité du tissu conjonctif, une augmentation du débit sanguin et, du métabolisme grâce à une vasodilatation provoquée. Donc une application de chaleur aurait aussi un impact sur l'expression de nombreux gènes au niveau cellulaire, augmentant l'expression du nombre de cellules satellites, de protéines musculaires et de facteurs de croissance en diminuant la fibrose et l'atrophie musculaire. Son application dans le cadre des lésions musculaires serait donc une application logique du fait de ses nombreux avantages.
Cependant, trop peu d'études sur l'homme, sur des grades de lésions élevés, sont disponibles, ne permettant pas d'affirmer son réel intérêt pour ces situations. En revanche, sur des grades lésionnels faibles, donc sans saignement, il semblerait logique d'appliquer des soins de thermothérapie, de heat-thérapie, pour améliorer la cicatrisation sans risque. Pour conclure notre discussion d'aujourd'hui sur NeuroXtrain, il est clair que la compréhension et la gestion des lésions musculaires sont cruciales pour la rééducation dans le sport. Les premiers temps de cicatrisation post-lésion musculaire sont très importants dans le bon déroulement d'une prise en charge. Les premières heures sont caractérisées par une phase inflammatoire qui peut être douloureuse, mais primordiale dans le cadre d'une cicatrisation physiologique. Au travers d'une machinerie biologique finement bien menée et orchestrée, notamment grâce aux cellules satellites, le muscle se régénère naturellement si l'on conserve l'ensemble des paramètres qui lui sont utiles. Bien accompagnée, cette phase inflammatoire est donc nécessaire et s'il persiste des gonflements, douleurs ou hématomes trop importants, veuillez contacter au plus vite votre médecin pour des avis supplémentaires. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur NeuroXtrain. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclairages utiles sur la rééducation musculaire et les phases physiologiques. Restez informés et prenez soin de vous et de votre santé. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube, à liker la vidéo. Si vous avez des questions également, à nous le dire en commentaire. On répond à tout le monde. À bientôt pour un autre sujet passionnant sur les sciences du sport sur NeuroXtrain. Ciao!